Les mères. Il y a le cri des mères qui voudraient remonter le temps. Une femme sort rapidement du véhicule. Cela fait des heures qu'elle voyage, en voiture, en avion, en voiture à nouveau. Cela fait 2 mois qu'elle attend ce moment, et ces 2 mois, elle peut les éplucher en nuit, en jour, en heures, en minutes, en secondes. Elle peut remonter jusqu'à la seconde où elle a appris la nouvelle, parce que cette seconde-là, cette maudite seconde, marque le début du reste de sa vie. Elle est terriblement fatiguée, mais quand elle descend de la voiture, elle court presque. Elle ne prend pas le temps de regarder cette maison qui, avant, faisait la fierté de sa fille. Elle ne remarque pas les ouvertures condamnées par des planches de bois. Elle ne voit pas la trace noire de suie sur la façade. Si elle s'était tenue de l'autre côté de la route quelques minutes, et si elle avait plissé les yeux, cette suie lui serait alors apparue comme une éclosion de fleurs noires, comme l'avancée d'un champignon mauvais. Elle ne remarque pas l'arbre dans la cour qui donne cette impression contradictoire d'être chétif et fort. Elle ne s'attarde pas sur les bougies ici et là, sur les fleurs en plastique. Elle ne s'approche pas de ce buisson en feuillage blanc et rose planté près du muret. Elle se dirige rapidement vers la fenêtre et se met à tambouriner sur la planche de bois en hurlant « Assassin, assassin, assassin !» Ce qu'est le cœur de cette femme, à cet instant, une grenade dégoupillée, un organe meurtri, un poing serré, nul ne peut le savoir. Dans la chaleur écrasante de ce mois de juillet, ces cris gonflent dans l'air, s'amplifient et viennent percuter chaque chose vivante ou inanimée de cette rue. Ils se mêlent au vent, font bruisser le feuillage, ils rentrent dans les caves, les greniers, la terre. Ces mots répétés s'engouffrent à l'intérieur de cette habitation sous scellée, interdite, figée depuis 2 mois, depuis le 4 mai 2021. Ces cris s'attardent ici même dans le jardin, puis 100 mètres plus loin autour du poteau électrique, à côté de la haie de cyprès et près du caniveau où ils sifflent longtemps. Ils suivent des traces que nos yeux ne peuvent pas voir, ces empreintes laissées par les morts, ces marques d'anciennes violences, ces taches d'humiliation passée, et si chaque trace était un indice, si chaque indice avait une couleur, ils indiqueraient un chemin, une montée en puissance de la violence, ils prouveraient une intention, mais à quoi bon désormais, puisque c'est trop tard, puisque tout ça vient après coup, comme on dit. Assassin, assassin. Ils sont des châtiments, ces mots-là, mais à la manière dont ils sortent, ils portent un espoir impossible. Si le cœur des mères avait des pouvoirs magiques, ces cris remonteraient la boucle du temps et tonneraient dans la rue ce mardi 4 mai, tels des cloches sonnant l'alarme, et le destin en serait changé. Il y a le cri des mères qui voudraient remonter le temps et prévenir. Il y a une partie des corps des mères qui meurent en même temps que leurs enfants. Un matin de décembre de l'année 2000, la mère d'Emma se réveille brusquement avant l'aube. Elle tend l'oreille, essayant de savoir ce qui l'a extirpée de son sommeil, mais la maison est plongée dans le silence. Son mari dort profondément à côté d'elle. Elle reste allongée dans le noir dans l'espoir de se rendormir, mais ses pensées vives et rapides la ramènent à la journée écoulée. Elle a fait des courses avec sa fille et les 3 garçons de celle-ci. Elle a proposé à Emma de venir un peu à la maison, mais Emma ne voulait rien. Elle avait plein de choses à faire. Elle avait déjà plein de choses à manger chez elle. Elle est rentrée dans l'après-midi. La mère d'Emma a cuisiné comme prévu. Elle a dîné. Ils ont regardé la télévision.
puis se sont couchés. Cette femme allongée dans le noir et le silence pense à tout ça ce dimanche matin, les courses, les enfants contents, le repas qu'elle a fait en trop grande quantité. Elle se demande pourquoi Emma n'a pas pu venir à ce mariage. Le sommeil ne reviendra décidément pas. Autant se lever alors. La mère d'Emma prend appui sur son bras droit, mais elle n'y arrive pas. Ce bras est lourd, un morceau de chair qui ne réagit pas. J'ai dû adopter une mauvaise position dans mon sommeil, pense-t-elle. Ce bras est simplement ankylosé. Elle essaie de le secouer, elle le masse, mais rien n'y fait. Ce bras n'est plus innervé. Elle pourrait penser à un accident cardiovasculaire, elle pourrait se dire qu'elle est en train de faire un infarctus, mais non, un étrange sentiment l'assaille. Quelque chose s'est passé. Ce bras lourd, ce bras qui n'existe qu'en dépouille de lui-même, n'est pas un symptôme, mais un pressentiment. Elle réveille son mari et lui dit « Quelque chose s'est passé ». Elle dit « Mon bras est mort ». Mais elle pense « Notre fille est morte ». Il veut téléphoner au médecin, mais elle lui demande de téléphoner à Emma plutôt. Son discours est confus. Son époux la raisonne, il est à peine 5 heures du matin. Pourquoi déranger notre fille à cette heure ? 22 ans plus tard, le corps gonflé par l'âge et la maladie, le visage gonflé, 22 ans plus tard, le corps déformé par l'âge et la maladie, le visage gonflé par le chagrin qui ne s'en va pas, et tenant à peine sur ses jambes, la mère d'Emma se rappelle ce matin de décembre 2000. Mon corps a su avant moi que ma fille était morte. Mon bras mort, c'était ma fille. Je regarde ce bras droit à la peau fripée, je me demande de quoi sont faites ces choses qui n'ont pas de socle scientifique qu'on appelle pressentiment, prémonition. Quels sont ces liens invisibles qui nous lient à nos mères et à ceux qui nous aiment? Il y a le cri des mères qui voudraient remonter le temps et prévenir. Il y a une partie des corps des mères qui meurent en même temps que leurs enfants. Et il y a des mères qui entendent leurs enfants les appeler au secours. C'est une autre nuit, longue et élastique. C'est une nuit à crever les abcès, avais-je pensé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'en pouvais plus du silence qu'il a imposé dans cette maison. Je n'en pouvais plus de ne pas savoir pourquoi il ne m'adressait plus la parole. Je partais travailler en bus parce qu'il se réveillait bien après moi. Dans les couloirs de la rédaction, si je le croisais, il me regardait comme s'il ne me connaissait pas. Je rentrais par mes propres moyens également. Je cuisinais, mais je ne savais pas s'il dînerait ici ou dehors. Quand il rentrait, il se déshabillait, restait parfois en sous-vêtements et lisait dans le salon pendant des heures en fumant des cigarettes. Il aurait pu paraître vulnérable ou pathétique, vêtu seulement de son slip, mais l'effet était inverse. Il me paraissait plus grand, plus menaçant. Peut-être qu'il savait ça, que débarrassé de ses vêtements impeccablement repassés, de sa couverture sociale, de son camouflage d'homme des lettres, de poète respecté, peut-être qu'il savait le pouvoir et l'emprise de son corps quasi nu. Peut-être qu'en se déshabillant ainsi, il tombait le masque et affichait son autorité patriarcale et physique et émotionnelle ici, dans cette maison où, depuis plusieurs jours, il avait imposé le silence. Depuis quelque temps, je fréquentais une mercerie de la capitale et j'essayais tout ce qu'ils avaient en kit. Peinture, broderie, crochet, collage, dessin, coloriage. Je ne créais rien moi-même. J'avais éteint cette partie de mon cerveau. J'avais oublié que j'avais la capacité de dessiner mon propre motif. Et je suivais patiemment les modèles,
les patrons, les croquis, même si le résultat jamais ne me plaisait. Je passais d'un loisir créatif à un autre. Il est rentré à la tombée de la nuit et je ne l'ai pas laissé se déshabiller. Je l'ai cueilli comme ça parce que soudain je n'en pouvais plus d'être une moins que rien, une invisible, une obligée. J'ai demandé une explication. J'ai exigé qu'il ouvre sa bouche. Il m'a regardé avec dédain. Quand la première claque est arrivée, j'ai volé, littéralement, et j'ai atterri de l'autre côté de la pièce. On entend ces choses-là dans la bouche des gens, on lit des choses comme ça, mais on a du mal à croire tant que ça ne nous est pas arrivé. Plus tard, dans la nuit élastique, je suis dans cette pièce du fond, recroquevillée sur le lit sans drap. Il y a des morceaux de céramique, de la colle, de la peinture, un marteau, des aiguilles à tricoter, des métiers à broderie. Il n'y a rien de beau, rien de vraiment réussi, de vraiment achevé. Il n'y a rien de récupérable. Tout avait commencé comme une belle promesse, une intention ambitieuse. Mais tout ce que j'ai entrepris s'est révélé être un échec. Et cela m'apparaît comme un fatras. Cela m'apparaît comme la métaphore de ma vie. Je pleure sur mon sort, je pleure sur mon corps battu, je pleure de honte, je pleure sur ce couple toxique qui est le mien, je pleure mes choix, je pleure mon avenir. Et dans mon cœur, j'appelle ma mère. C'est un chapelet, c'est une prière, c'est le seul mot que je répète. Je n'ai pas vu ni parlé à ma mère depuis plus de 3 ans. Elle est terriblement en colère contre moi. Et souvent, je pense qu'elle ne m'adressera plus jamais la parole, que nos liens sont définitivement rompus. Une partie de mon cœur s'est fermée, je l'ai souvent cru. Parce que parfois, j'essayais de faire appel à cette fille en moi, la fille de mes parents, la sœur de mon frère, la petite fille de mes grands-parents. J'essayais de la retrouver, mais en vain. Je dors à peine et toute la nuit, j'invoque ma mère comme je dirais une prière. Le lendemain, je me lève, le corps cabossé. J'ai l'impression d'avoir plusieurs versions de moi-même, telle une série de décalcomanies qui avancent à un rythme décalé. L'une est encore couchée, en pleurs, l'autre est dans le couloir, l'autre déjà dans la salle de bain. Je suis heureusement seule dans la maison, c'est samedi. Je me lave longuement le visage, je me douche, je mets des vêtements propres. Le téléphone sonne. Je suis persuadée que c'est lui. Je sais qu'il se sera calmé, qu'il proposera quelque chose comme rapporter à manger ou aller à la mer. Quand je décroche, je n'entends rien au début. Je répète « Allô ?» et c'est à ce moment que j'entends ma mère. Elle dit « C'est moi ». Sa voix est douce, fine, une voix de petite fille. La mienne, je ne sais pas comment elle est ce matin. J'ai remarqué que quand je parle à ma famille, ma voix monte d'une octave pour sembler assurée, adulte. Je ne sais pas si je fais ça ce matin-là. Je ne sais pas comment elle a eu ce numéro et je ne lui pose pas la question. Elle me demande si je vais bien. Oui, ça va. Pourquoi ? J'ai l'impression que tu m'as appelé hier. Je t'ai entendu dans mon sommeil. Tu m'appelais très fort, plusieurs fois. Tu es sûre que tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. La conversation ne dure pas. C'est difficile pour elle et pour moi. Après, je reste longtemps immobile à regarder par la fenêtre. Je suis sidérée que ma mère m'ait appelée. Ce n'est pas une femme qui s'attendrit facilement. Et je sais que je ne l'ai pas imaginé ce matin, cette tendresse inquiète dans sa voix. Comment était sa nuit à elle? Comment a-t-elle pu m'entendre l'appeler? Je pense à cette expression, le cri du cœur.
Je vois les brassées de bougainvilliers dans la cour, violets et blancs. Le ciel est clair. Pour la première fois depuis 6 ans, je sens à nouveau ce que c'est que d'être l'enfant de ma mère. Merci. Bonsoir, merci beaucoup Natacha Apana pour cette lecture. C'est un peu difficile de prendre la parole. Nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir ici à la Maison de la Poésie pour parler de ce livre, La nuit au cœur, paru aux éditions Gallimard. C'est votre 12e livre, après notamment Tropique de la violence et Le ciel par-dessus le toit, paru chez le même éditeur, et puis aussi La mémoire délavée, paru au Mercure de France dans la collection Traits et portraits. C'est difficile de qualifier ce livre, de l'enfermer dans une case, dans une forme, tant il est hybride, à la fois récit, à la fois enquête documentaire. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que c'est un livre important, sidérant parfois, un livre qu'on devrait tous et toutes lire. Je vous encourage vivement à le faire si ça n'est pas déjà le cas. Pour la première fois, vous racontez la relation d'emprise que vous avez vécue entre 17 et 25 ans avec un homme plus âgé, un poète. Vous étiez à l'époque à l'île Maurice. Jusqu'à une nuit qui a failli vous être fatale et que vous racontez dans ce texte. Les deux autres protagonistes du livre sont Emma, une cousine de l'île Maurice, et Shahinez Daoud, une jeune femme qui a été assassinée par son mari en 2021 près de Bordeaux. Elles aussi ont couru dans la nuit, elles n'ont pas eu la chance d'échapper à leur bourreau. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à revenir sur cette histoire que vous taisiez depuis si longtemps ? Bonsoir et merci pour cette introduction. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir tué cette histoire-là. C'est ça qui est... c'était vraiment... ça faisait partie de mon passé, je l'ai souvent appelé comme un angle mort, mais j'ai fait le choix de ne pas regarder cet angle mort. Je n'avais aucune envie d'écrire là-dessus. Je n'avais pas du tout... l'écriture du jeu ne m'intéressait pas tellement à ce moment-là, mais j'ai toujours eu, même enfant, même jeune adolescente, une hyper-vigilance au rapport entre êtres humains, toutes les notions de domination. Je pense que c'est une histoire qui est familiale, culturelle et sociale. Et plus j'avançais dans mon travail, j'ai l'impression que je m'approchais sans vraiment me le dire, si vous voulez. Et il est vrai que quand il y a eu la mort de Shahinez, je l'ai appris le matin, donc le 5 mai. J'ai été frappée par 3 choses. La première, c'était la course. Ensuite, c'était la manière, donc les coups de feu, les balles tirées dans sa cuisse et le fait qu'elle ait été immolée. Et la troisième chose, c'était que ça se passait sur la voie publique, donc au vu et au su de tout le monde. Et il y avait quelque chose de presque d'incompréhensible à mon esprit, si vous voulez. Et j'ai tout de suite pensé à Emma, à la manière dont elle avait couru, parce qu'elle a couru, elle, vraiment pendant plusieurs centaines de mètres pour échapper à son mari. Et elle aussi a été laissée sur la voie publique. Et dans un étrange phénomène, les jours et les
je dirais, la semaine qui a suivi le meurtre de Shahinez Daoud, il s'opère en moi comme ces moments dans la vie où on se regarde et on se dit mais que faire? Est-ce qu'il est temps? Et il y a une sorte d'étrange sédimentation entre à la fois mon expérience d'écriture et ce qui se passait devant mes yeux. J'avais cette impression bizarre de nécessité, de devoir faire quelque chose. Et peut-être que j'étais prête aussi, hein. Peut-être que c'est un livre qui a été écrit, j'aime beaucoup dire que c'est un livre qui a été écrit debout sur mes autres livres, et que j'avais la légitimité de dire je. Il y avait la légitimité de dire je, mais il y avait la nécessité aussi, parce que je me disais que bien après, hein, quand ce projet a été envisagé, quand j'ai imaginé le livre, je me suis dit que pour m'octroyer le droit de parler de Shahinez Daoud, de parler d'Emma, de fouiller d'une certaine manière, de parler aux gens qu'ils aimaient, il fallait aussi que j'avance nue et authentique, si vous voulez, que je dise ce qui s'est passé avec tout le travail que ça implique, une restitution d'une mémoire, mais que je dise ça. Je ne me voyais pas, j'aurais peut-être pu faire une enquête journalistique strictement sensu ou une étude sociologique, d'autres l'auraient fait mieux que moi, mais dans cet espace littéraire-là, je me disais, on se pose toujours de la question de l'endroit duquel on écrit, et j'ai commencé par d'abord regarder ce qui m'était arrivé. Et il fallait tisser un récit commun, c'est-à-dire qu'il y a cette idée du nous. Oui, mais ça, je l'espérais, mais je ne savais pas du tout c'était envisageable, possible. J'ai commencé à lire, à parler aux personnes qui voulaient bien me parler, donc peu de temps après la mort de Shahinez, mais j'ai commencé l'écriture stricto sensu, l'écriture pure, parce qu'à un moment donné, il faut se mettre à sa table, en 2024 seulement. Donc j'avais un énorme matériel, donc de mes carnets, des essais aussi de forme, mais c'est un livre que j'ai toujours imaginé avec une entrée romanesque, avec une entrée qui, peut-être parce que j'ai toujours eu un peu peur d'écrire, j'ai toujours l'impression que ça va m'échapper à un moment donné, et que l'exercice de l'écriture parfois me permet de m'appuyer sur une technique, un motif littéraire, et j'ai toujours pensé que ce serait ça, que ce serait le premier chapitre qui ouvrirait ce livre-là, serait un dispositif littéraire, mais voilà. Voilà, mais justement, ce premier chapitre de fiction est absolument sidérant, puisque vous prenez littéralement les trois bourreaux que vous nommez par leurs initiales, et vous les enfermez dans une pièce imaginaire avec une toute petite fenêtre. Est-ce que c'est une manière de reprendre le pouvoir ? Oui, absolument. Mais quand je commence l'écriture en 2024, je ne commence pas par ça. Parce que ça, c'est mon habitude. C'est-à-dire, je travaille souvent de manière un peu éclatée. Je commence par la partie qui me concerne. Et comme tous mes autres livres, j'attends la première phrase. C'est quelque chose pour moi qui est très important. Souvent je commence un roman, j'avance, mais je sais que ce n'est pas ma première phrase. Et cette première phrase qui est « ils ne sont pas entièrement mauvais » arrive à peu près à la moitié de la partie qui me concerne.
Et je crois que, vous savez, quand vous écrivez, il y a également une pensée qui s'affine, une connaissance des choses qui devient plus approfondie, un savoir qui s'aiguise. Et je me disais que je ne pouvais pas faire l'économie, même si vraiment je l'ai fait à reculons, je ne pouvais pas faire l'économie de faire leur portrait à grands traits. Et arrivé à ce moment-là du récit, je savais que ces 3 hommes-là avaient eu une enfance, une adolescence, avec des difficultés, certes, à différents niveaux, mais que tous les 3 avaient été aimés, et très aimés par leurs parents. On aime à dire qu'on reproduit quelque chose, et ça, je voulais le dire. Je voulais le dire qu'ils avaient eu le choix de cela. Et donc, cette pièce imaginaire, c'est vraiment un lieu où, comme dans un roman où on peut imaginer qu'un livre est un lieu où on enferme ses personnages, ce chapitre-là, pour moi, est un chapitre où je les mets dans une pièce, et c'est à leur tour, en réalité, parce que leurs paroles, en réalité, souvent, ce sont leurs paroles qu'on entend quand leurs femmes sont mortes. Et pour moi, en effet, c'est une manière de donner le là, qui n'est pas un là ce n'est pas un livre écrit dans une faiblesse ou dans un chagrin ou dans une vulnérabilité. C'est un livre écrit avec une force vitale, avec une envie de retrouver ce qui avait ce qu'on avait tenté d'effacer. Et je crois que ce chapitre-là, pour moi, il est une forme de retournement de situation, de dire que ici, c'est moi qui dicte les règles. Quand vous commencez à travailler sur l'histoire d'Emma, donc votre cousine de l'île Maurice, vous lisez les articles qui sont parus à l'époque, et vous vous rendez compte au fond que on l'infantilise beaucoup. C'est un regard au fond qui prend le parti du tueur et pas celui de la victime. Oui, tout à fait. C'est un contexte très particulier, parce que son procès a lieu dans une sorte de... je peux même pas l'expliquer puisque je n'ai pas eu accès au dossier, mais ce qu'on appelle un crime passionnel, et donc son procès a lieu, et les choses sont dites dans cet ordre-là. Donc le crime, pour lui, il est coupable de s'être mis en colère. Et qui l'a poussé à bout, c'est sa femme. Donc il y a cet élément de co-responsabilité et même d'inversion de culpabilité, parce que s'il en est réduit à la tuer, c'est de sa faute. Et ça, c'est quelque chose qui a existé et que je trouve a infusé dans nos sociétés, puisque au procès du mari de Chahinez, à chaque fois, même si ce procès était exemplaire, la sentence aussi, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de prendre la parole, il était souvent recadré par la présidente de la cour d'assises, mais dès qu'il avait le micro, il disait ça. Et c'était la même chose. Et je ne sais pas si vous connaissez, sûrement vous connaissez le cas de Louis Althusser qui a tué sa femme. Il dit aussi la même chose. Et donc, ça ramène en réalité à la pièce imaginaire, où qu'on soit poète, philosophe, maçon, simple ouvrier, en réalité, très rarement, ils regardent ce qu'ils ont fait. Très, très rarement, ils prennent la responsabilité de cela.
Et on voit bien aussi, en vous lisant, que si ces 3 histoires sont singulières, il y a aussi des invariants, et on se dit que personne ne peut échapper à ça. C'est-à-dire qu'on soit écrivaine, femme de ménage ou n'importe quoi d'autre, personne ne peut échapper à une relation d'emprise comme celle-là. Non, je n'ai pas l'impression, parce que les relations d'emprise sont toujours particulières aux 2 personnes que ça concerne à ce moment-là. Donc, selon le contexte, selon la culture. Donc, on ne pourrait pas, en réalité, faire une sorte de portrait de ce que c'est. Ça peut prendre des années, comme ça peut aller très vite. Ce n'est pas du tout l'apanage d'une quelconque vulnérabilité, faiblesse qu'on pourrait avoir. Vous dites, en racontant votre histoire, que vous êtes tombé dans un trou. Vous utilisez la métaphore, alors en l'inversant, mais d'Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi cette image du trou ? Parce que déjà j'étais obligée d'utiliser une métaphore littéraire pour entrer dans cette partie-là, et parce que j'ai eu vraiment l'impression de glisser très lentement, sans savoir, et quand j'ai touché le sol, il faisait tout noir. Le trou, c'est la solitude, c'est l'isolement de sa famille, de ses amis. Au-delà du trou, je crois que je le raconte parce que c'est un mot qui n'existe pas en français, c'est le grooming. C'est quand un adulte séduit un adolescent et le fait croire, le flatte, le séduit. Et je sais que j'ai été, moi, victime d'un processus de grooming. Grooming, en français, ça veut dire toilettage. Mais le toilettage est un vocabulaire qui est réservé aux animaux. Et il est intéressant de noter dans ces histoires-là qu'il y a beaucoup de vocabulaire réservé aux animaux. D'ailleurs, quand on dit la proie, quand on dit la chasse, quand on dit la domestication, quand on dit le dressage, je me dis que là, il est intéressant de noter que le vocabulaire réservé, consacré à l'être humain, doit aller piocher dans le vocabulaire réservé au monde animal pour décrire des comportements tout à fait humain. Vous reproduisez d'ailleurs à un moment un article sur un prédateur qui encercle sa proie, et on se dit mais de qui parle-t-elle ? Et en fait, vous parlez d'un squale. Ah oui, c'est quand je me posais énormément de questions sur... je me posais des questions. C'est-à-dire, j'aime à imaginer chaque livre, et vraiment, c'est de l'ordre de l'imagination. Je le vois, j'essaye de le percevoir comme une structure, une forme. Et comme le premier chapitre est un chapitre fictionnel, ce livre-là, je l'ai toujours imaginé comme une mécanique. Et que certains chapitres seraient des rouages pour passer d'une écriture à une autre. Et je me rendais compte qu'à l'image des ex-maris et à l'image de mon ex-conjoint qui souvent disait qu'il partait, mais qui revenait pour me surveiller. Les voisins de Shahinez Daoud m'ont dit la même chose, et la mère d'Emma m'a dit la même chose, que ces hommes-là avançaient comme ça en cercle autour de leurs femmes. Et ce livre-là adopte aussi ça. Et c'est un jour où je cherchais une définition précise de ce processus. Et c'est là où je suis tombée sur cet article qui s'appelle « Habitudes comportementales ». C'est un article qui décrit comment le requin squale
s'approche de vous et en fait vous donne des techniques pour pouvoir vous échapper. Et en lisant ça, il y a une sorte de dédoublement. En réalité, c'est exactement comment ces hommes-là s'approchent. Mais il y a vraiment des invariants dans leur mode opératoire. En effet, vous parlez de cette manière de s'approcher, mais quand ces hommes-là tuent leur conjointe, il y a ce motif de l'étranglement, il y a le feu qui revient très très souvent. Oui, c'était absolument terrifiant. L'étranglement, c'est 68% des cas de violence conjugale, ça commence toujours comme ça. Je me dis que ça a à voir avec évidemment la gorge, la voix, le fait d'effacer la parole chez l'autre. Il y a le feu que souvent ils mettent. Voilà, l'ex-mari de Shahinaz est allé très très loin, mais souvent ils mettent le feu à leur maison ou à leurs affaires, comme une impossibilité à regarder ce qui a existé. Peut-être préciser que ces personnes vont au bout, ont une impossibilité en réalité que leurs femmes les quittent. C'est là où voilà, c'est dans ce moment-là que se passe cette absence de la pensée. Et en effet, vous avez raison, il y a plusieurs invariants. Et puis il y a des invariants de l'ordre aussi de quand ces femmes sont dans l'intérieur de ces relations, elles sont en réalité très fatiguées. Il y a une grande fatigue, il y a une sorte de sape intérieure, morale, psychique et même spirituelle qui se met en place et qui fait que lentement on est réduit à une sorte de fantôme de soi-même et que pour trouver la force de partir, c'est souvent très difficile. Il y a aussi une faiblesse physique. Dans votre cas, vous racontez que vous étiez d'une minceur extrême. Enfin, il y a aussi un épuisement physique. Oui, bien sûr, mais ça fait partie d'un rapport de force qui est très inégal, d'un rapport d'asservissement d'un être humain envers un autre. Qui est de le réduire, de le diminuer, de le rendre faible. Quand vous avez rencontré cet homme, donc il était poète, vous veniez de publier votre première nouvelle, et en étant en couple avec lui, vous avez complètement cessé d'écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va avec cette mécanique d'effacement ? Je crois que ça va avec la domination, que je n'avais plus de place pour imaginer, que je n'avais plus de place moi-même pour écrire, et que j'avais peur aussi de prendre sa place. Il y avait aussi cela, parce que dans ce couple-là, c'est lui qui écrivait. Et c'est lui qui avait les tourments de l'écriture, elle lisait les livres qu'il fallait lire, et qui essayait d'écrire, et que ça ne marchait pas. Et moi, je ne sais pas ce que je représentais, mais je n'écrivais plus. Pour moi, c'était je crois que c'est vraiment la première fois où j'ai ressenti un terrible échec de cela, parce que tout mon amour, puisque je l'ai aimé, ces rêves que j'avais étaient autour de l'écriture. Et vous racontez d'ailleurs une scène où il vous écrit un poème, et au fond il inverse le rapport entre vous. Dans le poème, c'est vous qui dominez et lui qui est l'esclave. Oui, mais ça, je ne le vois pas hein, quand ça arrive. Malheureusement, c'est rétrospectif. Et je crois que l'épreuve du langage à sa propre histoire, à l'histoire des autres, est une épreuve aussi de compréhension, du regard. C'est-à-dire, c'est un livre que j'écris
à la fois avec une expérience d'écrivain, une expérience de femme, une expérience aussi de toutes ces histoires-là, parce que j'ai beaucoup écrit sur les rapports de force, sur la violence, sur l'enfermement. Et je comprenais, c'est comme si j'avais enfin la radiographie de cette mécanique-là devant moi. Ce poème, il me le donne la première fois que je vais chez lui et la première fois qu'il y a un rapport physique. Et donc ça ne m'échappe pas, ça ne m'échappe pas qu'il y ait ce rapport entre littérature et réalité crue, réalité terrible, entre poésie où lui, il est à mes pieds et en réalité et la brutalité de ce qui s'est passé avant, où c'est moi qui étais à ses pieds. Vous dites, parce qu'évidemment, la question qu'on se pose aujourd'hui, alors pareil, avec ce regard rétrospectif, on se dit comment les parents d'une jeune femme de 17 ans l'ont laissé partir avec cet homme, et au fond, vous dites, il me faisait confiance et il lui faisait confiance. Oui, c'est ça. Et puis je suis partie, j'avais déjà 18 ans. Hein. J'étais pas mineure, donc j'étais majeure, donc il ne pouvait rien faire. Et dans cette entreprise-là, j'appelle ça, je ne sais pas pourquoi je dis entreprise, mais dans cette mécanique, je ressemblais très peu à celle que j'avais été. J'étais domestiquée, dressée pour être, voilà, pour ne plus être la jeune fille que j'ai été. On vous voit dans ce livre tâtonner, au fond, chercher sans cesse la forme qu'il doit prendre. On vous voit aussi beaucoup réfléchir au langage, à ce que peut et ce que ne peut pas le langage. Oui, et ça c'est une surprise pour moi, parce que la première fois que j'écris comme ça, c'est quand je raconte la première fois que je vais chez lui. Et je sais que je dois raconter cela, même si pour moi c'est pénible, parce que je ne veux pas laisser entendre ou laisser comprendre que c'est une emprise intellectuelle ou morale, ou qu'il y avait une faiblesse là. Je veux dire que c'est aussi le corps qui est pris en main. C'est un usage du corps, un mode d'emploi du sexe qui est imposé là. Je sais que je dois dire ça, mais je ne sais pas comment dire ça. Je me souviens et je prends un mot à la fois, véritablement, comme si j'ai travaillé dans un laboratoire, que j'avais une pincette et que je prenais un mot à la fois et que je décrivais à la fois la lumière qui est jaune et puis orange et puis rouge et puis aveuglant, que la somme de mots que j'avais je veux dire, dans mon esprit m'aidait à raconter ça. Et cela fait un chapitre qui à la fois est un chapitre qui est assez cru, mais qui est aussi un chapitre sur la langue, sur le choix de chaque mot, parce que parfois celle que j'ai été quand je suis arrivée chez lui et celle qui quitte son appartement n'est pas la même. Donc le choix des mots n'est pas la même. Et plusieurs fois, je me retrouve devant comme une écriture de l'impossibilité à écrire, en me disant mais là ce n'est pas le mot juste, il devrait exister un autre mot, ou alors comment je vais raconter cela. Et quand je fais ça, je me dis que à la fin de ce livre, quand ce livre serait terminé, dans le travail d'editing que je fais d'habitude, je vais enlever
toute cette partie-là. Je me dis que c'est cette partie où je raconte comment j'écris, ou que je dis que, voilà, que ce mot-là n'est pas juste, que je vais enlever. Et pourtant, je me rends compte que dans le fait de raconter vous savez, il y a 3 temporalités dans ce livre. Il y a à la fois la temporalité du fait divers, qui est une temporalité cacophonique, où rien n'existe à la fois. La parole, bien sûr, de ceux qui l'ont aimé, et donc qui est une parole qui sont des témoignages bouleversants, poignants, entourés de larmes, entourés d'émotions. Il y a une parole officielle, qui est la parole de la police, et ensuite des avocats, et puis il y a la parole politique. Donc il faut que moi j'avance avec ce temps-là, mais que j'attende que quelque chose se dégage. J'ai beaucoup attendu. J'ai beaucoup attendu devant sa maison, j'ai beaucoup attendu avec ses parents sans rien dire, juste à éprouver quelque chose. Et il y avait la temporalité d'Emma, que je découvre en allant chercher, qu'elle n'existe plus d'une manière qui est terrifiante. Même sa mère ne se souvenait pas de sa date de naissance. Son fils aîné, vous voyez bien qu'il luttait pour se souvenir, parce qu'il avait compris que ce souvenir d'elle faisait mal. Il y avait ma propre temporalité. Et ça, c'est aussi une manière d'écrire la distance dans un livre. Et quand on a 3 distances, on n'écrit pas de la même façon. Et donc, lentement, je me disais que en réalité, ce langage-là, ces morceaux-là dans ce temps, dans ce livre, aidaient à faire comprendre l'écriture de la temporalité, l'écriture de la distance. Il est arrivé aussi quelque chose d'absolument... quand j'arrive au moment où je dois écrire le chapitre de la mort de Shahinez Daoud, c'est un moment donc où, peut-être un peu après l'été 2024, sa mort, pardon, cette expression, parce que je ne veux pas dire fait divers, sa mort est très documentée. On sait exactement ce qui s'est passé, à quel moment. Et pourtant, quand j'écris toute sa partie, quand j'ai vu des photos d'elle, toute sa famille me parlait de son rire, et j'ai pu écouter son rire quand j'ai rencontré ses enfants, et que j'écris aussi la manière dont elle était vivante. J'écris cette ambition qu'elle avait. Elle disait toujours, moi je veux pas être une cassos, parce qu'elle avait envie de travailler, elle avait envie d'une maison, elle avait vraiment... Et quand j'arrive au moment de sa mort, je suis absolument paralysée par des sortes de pensées magiques, en me disant que peut-être qu'en l'écrivant, je pourrais dépasser l'inexorabilité de sa mort. Que sa mort arriverait par un moyen plus détourné, un moyen autre que l'écriture. Et ça, c'est étrange à vivre, ça, parce qu'on sait. On sait que c'est arrivé, ça avait déjà 4 ans, et pourtant, à force de travailler la langue, on se met à imaginer qu'il y a un autre langage pour dire ce qui n'a pas existé, ce que je souhaiterais, ce que j'espérais arriver ce jour-là, parce que je voyais bien que cette journée-là était la journée de sa mort. Sa rue, par exemple, j'y suis allée très souvent. C'est une rue dans un quartier pavillonnaire. Il y a toujours du monde. Il y a quelqu'un à vélo, quelqu'un qui promène son chien. Il y a de la musique. Il y a une entreprise, il y a un cabinet médical. Et pourtant, la demi-heure où elle a été mise à mort, il n'y avait personne. On se dit que ces 2 morts, celle d'Emma et celle de Shahinez Daoud, étaient des... On a l'impression de lire la chronique d'une mort annoncée, et
on se dit que la société, la police, la justice sont bien impuissantes au fond. Même s'il y a des signaux d'alarme qui sont tirés. Enfin, dans le cas de Shahinez Daoud, elle avait une voisine très proche. Son mari a été en prison une première fois. Et malgré tout ça, on a l'impression que c'est inéluctable. Ça, il m'est difficile à répondre à cette question, mais je ne peux m'empêcher de me dire que, vous savez, on dit toujours que, enfin, on dit que ce sont des féminicides, et moi, j'aime beaucoup préciser que c'est un féminicide conjugal, c'est un crime conjugal, parce que je trouve que comme je disais, la justice est très exemplaire en France pour ce qui concerne des cas de féminicides conjugaux, mais il y a un terrain meuble, un flou, quelque chose comme un marais là, entre le moment où la femme prend la parole et porte plainte et le moment du procès. Et je me suis posé la question si ce n'était pas quelque chose aussi qui avait l'ordre de la conjugalité, parce qu'elle vient raconter sa conjugalité à la police. Et quand on vient raconter son intimité, la personne à qui on vient raconter son intimité, il y a cette chose, vous savez, qu'on dit, il y a toujours deux versions. Et c'est la première chose qu'on dit. Oui, bon, c'est des histoires entre mari et femme, il y a peut-être d'autres choses, ils peuvent se remettre. Il y a comme si là, il y a un élément du sérieux de sa parole qui n'est pas pris en compte parce que ces éléments de l'intimité, donc du désir, donc de l'amour, doivent rester entre quatre murs. Je me demande si c'est pas cela. Si c'est pas ça par là où on doit travailler, en tout cas, parce qu'on voit bien que la faiblesse du système, elle est là. Oui, c'est comme si le foyer était une sorte de sanctuaire où l'extérieur ne pouvait pas pénétrer. Oui, enfin l'extérieur ne peut pas pénétrer. Là, c'est elle qui dit au dehors. C'est cette intimité. D'ailleurs, au-delà du moment où ça arrive au commissariat, quand même toutes les fois où ces femmes essayent de partir, il y a toujours cela. Il y a toujours cet élément de « oui, mais tu l'as aimé, est-ce que tu peux... » Voilà, il y a l'élément du corps, il y a l'élément du désir qui rentrent en jeu et qui font que ces choses-là ne sont pas prises au sérieux et pourtant... ces femmes le disent avec énormément de clarté. Il va me tuer. Je sais qu'il va me tuer. Et pourtant, voilà, il y a là une faiblesse. Comment s'est fait votre rencontre avec les parents de Shahinez Daoud? Comment c'est fait, c'est-à-dire? Comment les avez-vous rencontrés? Parce que j'ai contacté d'abord l'avocat et j'ai demandé à les rencontrer et ça s'est fait comme ça un jour un peu avant l'été. C'était un moment qui était très difficile pour moi, mais je n'oubliais pas que c'était un moment 1000 fois plus difficile pour eux. Surtout je me posais la question de ma place là. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois dire? Et ils m'ont accueilli très gentiment et j'ai dit très simplement je voudrais écrire un livre. Ça s'est fait comme ça. Je les ai rencontrés plusieurs fois, mais c'est pour ça, parfois, quand on dit que c'est un livre où il y a des éléments d'enquête, moi, je pense que c'est pas une enquête. Je pense que c'est une quête. Il y a des moments où je ne leur pose
par exemple, quand il y a eu l'ouverture de la maison de Chahinez, j'étais avec eux et on s'est souvent regardés, mais on n'a pas échangé un mot. Il n'y avait rien, enfin, aucun mot n'était à la hauteur de ce moment-là, de ce que eux y vivaient, mais ils ont accepté ma présence. Mais peut-être qu'on dit enquête aussi parce que vous donnez des outils documentaires. Je pense notamment... Oui, mais ils ne sont pas exhaustifs. Ils ne sont pas exhaustifs, ils ne sont pas sociologiques. C'est écrit de la place d'un écrivain, un peu en biais, un peu à côté. Et je crois qu'ils disent souvent la difficulté à faire justement un portrait plein. Vous savez, moi j'ai beaucoup, autour de Chahinez surtout, la peur qu'elle avait ressentie quand elle était vivante est restée. Ses amis avaient toujours peur. Et des gens autour d'elle avaient peur de parler. Et moi je respectais ce silence-là, parce qu'il m'enseignait quelque chose. Il m'enseignait que, même après sa mort, en réalité, que sa mort est apparue pour certaines personnes comme une sorte de punition, et que et cette punition était exemplaire dans tous les sens du terme. Et moi, je respectais les distances, je respectais les silences, parce que je crois qu'écrire le silence, c'est écrire quand même quelque chose. Vous avez correspondu avec vos amis de l'époque pour leur demander quel était leur regard sur votre histoire? Oui, j'ai écrit à le peu d'amis que j'avais, enfin qui me connaissaient à l'époque. Je me disais, mais comme moi j'ai écrit aux amis de Chahinez et aux amis d'Emma, j'aimerais bien savoir ce que eux avaient gardé de cette histoire-là, s'ils avaient vu des choses, s'ils avaient entendu parler des choses. Voilà, c'était très décevant. C'était décevant parce qu'on aime à imaginer qu'on reste dans l'esprit, parce que c'est un moment qui pour moi était important, et souvent je découvrais une absence totale, entière, et je devais travailler je devais travailler avec ça. En revanche, cette discussion-là, vous ne l'avez pas eue avec vos parents? Non. C'est impossible. Ça l'a été pour moi impossible. Ça l'est maintenant possible. Je n'ai pas pu... comme je vous disais au début, je m'étais dit que j'avancerais de la manière la plus authentique possible. Et je ne pouvais pas leur demander, même si je me rends compte qu'ils auraient eu beaucoup de choses à me dire, parce qu'ils me le disent maintenant. Ma mère se souvient des choses très très précises. C'est drôle, hein, parce que la mémoire est un muscle. Et quand je l'ai affronté, je me suis dit, il était un peu comme figé dans le temps, et que je le réchauffais avec mon intention, avec l'écriture, avec les mots, que je le réchauffais. Mais que je ne le réchauffais pas comme avec les armes de la jeune fille que j'avais été, je le réchauffais avec une intention littéraire. Et que ma mère, elle, réchauffait sa mémoire avec sa mémoire de mère. Et que ça donnait des choses très différentes. Il y a encore des choses qui ne peuvent pas être dites, et c'est ce que vous écrivez à la fin de ce livre, et au fond, votre droit au silence sur certaines choses, c'est aussi une forme de liberté. Disons que pour moi, l'écriture du jeu, ce n'est pas une écriture qui est donnée d'avance.
Vous voyez, ce n'est pas parce que c'est un jeu ou parce que c'est une écriture du réel ou de ce qui a existé qu'elle est facile ou qu'elle est évidente. Et l'écriture du jeu n'est pas l'écriture de la non-intégrité de son corps. C'est une écriture qui est en tout cas à l'image de ce que je suis. Je suis une femme assez pudique, j'allais dans des endroits où je n'avais pas envie d'aller parce que je voulais comprendre. Et pour mieux comprendre autrui aussi, pour mieux explorer. Mais il y a certaines choses que je n'ai pas pu, et en réalité, je me suis dit, mais tout ne doit pas être dit. Tout ne doit pas être exposé. Ce n'est pas quelque chose à confondre avec la transparence ou avec la vérité. C'est à confondre avec... C'est à voir avec la littérature, avec une tentative. Et quand, évidemment, j'ai regardé ce que je ne pouvais pas écrire et qui me concernait, ça m'a apparu comme une force de garder ça pour moi. Ça m'a apparu comme un pouvoir que je retenais. Et j'étais contente. Merci Natacha Apana. Merci à vous.